Île de Penang en Malaisie. Pendant des siècles, cette ancienne colonie britannique fut un point stratégique de la route du commerce des épices. Bateaux et ferries étaient le seul moyen de quitter l'île jusqu'en 1985, date à laquelle un pont de 14 km reliant Penang au continent est inauguré. 20 ans plus tard, le trafic routier sur le pont de Penang atteint son point critique. En effet, plus de 100 000 voitures le traversent quotidiennement. Le trafic sur le pont est toujours saturé. J'y suis déjà resté bloqué pendant 5 heures. Pour soulager le trafic, la décision est alors prise de construire un nouveau pont de 17 km traversant la mer. Le projet est confié à deux sociétés, l'une malaisienne et l'autre chinoise, qui se verront allouer un budget d'1,5 milliard de dollars. Budget nécessaire à la création d'une structure suffisamment résistante pour servir durant les 120 prochaines années. Mais ce chantier signifie combattre les éléments. D'un coup, la grue a tremblé. Je n'avais jamais vu ça. Le sol tremblait comme ça. Mon cœur battait la chamade. J'étais effrayé. Si un tsunami nous avait frappé, je pense que personne n'aurait survécu. Des événements imprévisibles. Mon ami a crié « Quelque chose va tomber !» J'ai pilé en urgence et on a sauté de la voiture. Tout s'est effondré. S'ils parviennent à surmonter ces épreuves, ils auront construit le pont le plus long d'Asie du Sud-Est. Le second pont de Penang a été imaginé comme le plus long d'Asie du Sud-Est. Il traversera le détroit de Penang et permettra de relier la ville de Batumang au sud de l'île à Batukawan sur le continent. Il soulagera le premier pont de Penang et apportera dans son sillage la croissance économique pour les deux villes. La partie sud de l'île de Penang a besoin d'être développée. C'est pourquoi nous avons décidé de construire un autre pont qui mènera au sud de l'île. Pour construire ce pont, les ingénieurs vont associer deux types de ponts. Le premier est un pont en poutre-caisson de plus de 16 km de long que l'on appelle le viaduc d'accès. Le second, qu'on appelle le pont principal, est un pont haubané en harpe. Afin que ce pont soit parfaitement assemblé, les deux équipes en charge de la construction, la Tchèque, une entreprise chinoise, et UEM de Malaisie, devront coordonner leurs efforts. Au début, il y a eu beaucoup de débats et de disputes. On avait du mal à se mettre d'accord. Le gouvernement malaisien a fondé une entreprise destinée à gérer le projet. L'ingénieur Mohamed Taïb Ismail en est le responsable. Nous arbitrerons la construction. Nous servirons de médiateurs et nous nous assurerons que chaque demande des deux entreprises conduira au bon déroulement du projet. Ismail est un homme très strict et nous avons une confiance aveugle en lui. La Tchèque est chargée de la fondation du pont, que l'on appelle sous-structure, composée de 5000 pilotis enfoncés dans le sol marin et de 586 piles. La construction de la structure du pont à poutre-caisson est confiée à UEM. Près de 8000 caissons seront assemblés pour former le tablier du pont. C'est une construction unique au monde. Nous avancerons caisson par caisson. Si nous ne sommes pas précis, nous pourrions terminer avec une structure qui ne serait pas alignée à la sous-structure. L'équipe de la Tchèque bâtira également le pont à haubans. En ce qui concerne sa sous-structure, l'équipe devra creuser à 120 mètres dans le sol marin pour y installer l'une des plus profondes fondations au monde. 144 câbles relieront ensuite le tablier à des pylônes qui s'élèveront à 90 mètres dans les airs. Le pont principal sera bâti dans la zone la plus profonde du détroit de Penang. Son tablier s'élèvera à 30 mètres de hauteur afin de permettre le passage des navires. Mais ces derniers représentent un grand danger, car une collision avec un bateau pourrait affaiblir la structure et les conséquences seraient désastreuses. Afin de renforcer les pylônes,
Leurs semelles de fondation seront composées de barres d'armature d'acier mélangées à un béton spécialement traité pour résister aux effets corrosifs des eaux salées de la mer. Pour la construction de nos semelles, nous allons utiliser 2500 tonnes de béton en une seule fois. C'est une quantité énorme. Pour obtenir une telle quantité de béton sur les mers, l'équipe dispose de sa propre bétonnière flottante. Elle opérera sans discontinuer pendant 3 jours. Nous devons nous assurer en permanence que la bétonnière fonctionne parfaitement. Parce que parfois, les tuyaux peuvent se boucher, ou les matériaux ne pas bien se mélanger. Mais de la chaleur malaisienne résulte un problème. Les ouvriers doivent impérativement maintenir le béton en dessous de 36 degrés. Un coulage à température plus élevée mènerait à une dessiccation du béton, des fissures ou un éventuel effondrement du pont dans le futur. Pour combattre ces températures, de nombreux sacs de glace sont acheminés sur le site de préparation afin de refroidir la température de l'eau du mélange. Mais ces sacs de glace sont insuffisants. Nous avons besoin de réduire également la température depuis l'extérieur. Des tuyaux contenant de l'eau fraîche sont directement plongés dans la structure de la semelle pour la refroidir pendant que le béton s'écoule. On a installé des tuyaux de refroidissement dans le béton pour réduire la température interne et nous assurer que celle-ci est idéale. Après avoir coulé du béton pendant 48 heures d'affilée, la semelle de la première pile du pont à Auban est terminée. Pendant que l'équipe de la Tchèque se concentre sur la structure à Auban, l'équipe d'UEM, à terre, commence la construction des caissons qui permettront bientôt de traverser la mer. Une gigantesque usine de préfabrication se prépare à produire les milliers de caissons nécessaires. Construire plus de 8000 caissons ne sera pas simple. Pour cela, nous avons équipé toute une infrastructure qui couvre 20 hectares, soit plus de 50 terrains de football. Chaque caisson est composé de 6 tonnes de barres d'armature fixées ensemble. La structure d'acier est ensuite transférée vers un moule par le biais d'une grue géante. La fabrication d'un caisson nécessite 5 camions de béton. Le défi est de rendre le béton à l'épreuve de l'eau. L'environnement marin est très agressif et corrode l'acier. Si jamais l'eau de mer atteignait l'acier, cela déclencherait un processus de rouille qui se répandrait jusqu'à briser le caisson. La fabrication de chacun de ces caissons nécessite une précision sans faille. Chaque segment correspondra à un endroit précis du pont. C'est comme si c'était une personne. Il aura une forme spécifique, sera construit pour répondre à des critères particuliers avec différents matériaux. À cause de la forme en S du pont, chaque caisson sera différent et devra s'assembler à la perfection avec les autres. Mais l'équipe rencontre un problème. Les caissons sont fissurés en sortant des moules. De tels défauts pourraient mener au désastre. C'est vraiment un gros problème. Quand UEM nous a montré ces pièces, nous les avons quasiment toutes rejetées parce qu'elles présentaient de gros défauts de fabrication. Le chantier se voit considérablement retardé. L'équipe ne fabrique que 3 caissons utilisables par semaine, alors qu'elle devrait en fabriquer 30 fois plus. Le chantier a démarré très doucement. On ne sortait que 2 ou 3 caissons utilisables par semaine. À ce rythme, il faudra 75 ans pour fabriquer le nombre suffisant de caissons. Le temps et l'argent manquent, et une solution va devoir être rapidement trouvée, ou le second pont de Penang ne verra jamais le jour. Plus de 8000 caissons doivent être assemblés afin de créer le viaduc d'accès, la plus longue partie du pont de Penang. Mais de nombreux caissons sortent de l'usine de fabrication en présentant de sérieux défauts. Ces derniers doivent donc être détruits et le chantier prend du retard.
Nous ne paierons pas pour leurs erreurs. Après analyse d'experts, Kanapati Premakantan, le responsable d'UEM, découvre que le problème est lié au mélange du béton. Nous avons consulté des experts en béton du monde entier. Ils ont examiné le problème et nous ont donné leur opinion. Ils nous ont fait part de leurs calculs et des modifications à effectuer. Je pense que nos problèmes sont sur le point d'être résolus. L'équipe de construction des caissons a rencontré un autre problème. En effet, certains ouvriers n'ont aucune expérience en la matière. On a 600 ouvriers pour lesquels c'est la première expérience sur un chantier de ce genre. On a dû leur enseigner les bases très rapidement. Premakantan reste malgré tout confiant. On a démarré il y a 5 mois et on a résolu tous les problèmes. Il ne nous reste plus qu'à construire le pont. De 2 à 3 segments par semaine, l'équipe est passée à 16 par jour. Les caissons défectueux n'ont pas été le seul problème lors de la construction du pont de Penang. Des doutes sont survenus quant à sa capacité à supporter un séisme. Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,3 est ressenti sur la côte ouest de Sumatra. La terre tremble également à Penang et un tsunami meurtrier frappe l'île de plein fouet. La Malaisie ne fait pas partie des zones à risque. Pourtant, le nombre de séismes recensés progresse. En fait, nous sommes plutôt proches d'une zone sismique très active. Nous devons donc rester prudents et prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de telles structures. Ismail décide de faire du second pont de Penang le pont le plus résistant au séisme du monde. Pour cela, il fait appel au service de Malek Kamaruddin, un expert en protection antisismique de structures géantes. Les pilotis qu'ils ont déjà conçus et installés ne supporteront pas un tremblement de terre. Il ne leur reste donc que 2 options. L'une est le renforcement de leurs pilotis, ce qui leur coûtera de l'argent et allongera la durée du chantier. Et l'autre, c'est d'utiliser des appuis en caoutchouc à haut coefficient d'amortissement qui ne protégeront pas seulement les piles, mais aussi la structure, et en priorité le tablier. Kamaruddin nous explique comment fonctionne le mécanisme. Ces tiges de métal représentent des structures de différentes tailles. On peut voir celle-ci comme une structure d'1 ou 2 étages, ou même un pont. Là, 5 étages, 10 étages, 20 étages, et celle-ci représente les tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur, soit 88 étages. Je vais simuler un séisme, et nous verrons comment les structures réagissent selon leur taille. Contre toute attente, ce n'est pas la plus longue tige qui bouge le plus, mais la plus courte. Toutes les structures, qu'elles soient basses ou hautes, présentent ce que nous appelons une fréquence naturelle de vibration. Imaginons que je suis assez grand et fort et que je me trouve derrière une des tours jumelles Petronas. Je pousse son sommet et le relâche. La tour se balance et ce balancement est sa fréquence naturelle. Des chercheurs l'ont calculé, elle est de 0,1 Hz. C'est un chiffre très bas. Passons maintenant à cette structure, celle qui a le plus répondu à mon séisme simulé. Elle se balance bien plus vite. On est entre 3 et 4 Hz. Et la fréquence engendrant des dommages suite à un séisme se situe entre 2 et 6 Hz. Donc si un séisme frappe les tours Petronas, la fréquence naturelle de la structure n'entre pas dans la fourchette de fréquence d'endommagement du bâtiment. Il n'arrivera rien à la structure. Comme la fréquence de cette structure est située entre 3 et 4 Hz, donc dans la fourchette de fréquence engendrant des dommages qui est entre 2 et 6, elle sera confrontée au phénomène de résonance, c'est-à-dire une amplification de la réponse, parce que sa fréquence naturelle est plus ou moins la même que celle engendrée par le séisme.
En posant des appuis d'amortissement sous cette structure, elle se comportera comme les tours Petronas. C'est la fonction principale de nos appuis. Nous changeons la fréquence naturelle d'une structure. On la fait passer de 3 à 4 Hz à 0,4 ou 0,5. C'est l'objectif de nos supports. Cette structure ne se comportera plus comme ceci, mais comme cela, lentement. Des systèmes d'amortissement spécifiques sont développés par Kamaruddin et son équipe dans l'Institut de recherche Tun Abdul Razak au Royaume-Uni. Les appuis d'amortissement en caoutchouc seront ensuite fabriqués dans une usine située à 300 km de Penang. Nos appuis sont constitués de couches de caoutchouc et de métal. Ils sont uniques, car ils sont semi-intelligents. Dans des circonstances normales, quand il n'y a pas de séisme, les appuis sont raides. Mais lorsque frappe un séisme, les supports s'assouplissent. En s'assouplissant, ils isolent la vibration et l'énergie du séisme et en empêchent la transmission vers la structure. Les 1300 appuis d'amortissement protégeant la structure d'éventuels séismes sont installés. Et la pose des caissons qui formeront la route peut enfin commencer. Les caissons de 100 tonnes sont chargés dans des barges capables d'en supporter 700. Mais il y a un problème. L'eau fait moins d'1 mètre de profondeur à certains endroits. Les barges ne peuvent y circuler et cela peut entraîner l'arrêt du chantier. Ismail et son équipe ne peuvent se le permettre. Les caissons sont entreposés à l'usine de fabrication, mais il est impossible de les mener aux piles. L'eau est trop peu profonde pour la circulation des barges. La seule solution est le dragage de la mer. L'équipe chinoise de la Tchèque utilise des dragues à pelle pour créer un canal de 200 mètres de large. Juste assez pour que les deux barges puissent circuler, mais c'est étroit. On a rencontré un nouveau problème pour l'acheminement des caissons sur l'eau. La Tchèque a déjà assuré la construction de la structure d'un côté, mais à certains endroits, les bateaux ne peuvent pas circuler. L'idée est donc de créer un canal permettant la circulation des barges et des remorqueurs. Un seul dragage ne sera pas suffisant. L'immense pelle opérera pendant l'intégralité du processus de construction. Normalement, on creuse une fois et ça suffit. Mais malheureusement, notre canal artificiel s'envase rapidement. On doit donc draguer en permanence. Pour que les barges puissent circuler, près de 12 millions de mètres cubes de boue et de vase, soit l'équivalent de 4800 piscines olympiques, sont déplacés et reversés dans l'océan, à plus de 20 km du chantier. Le montage du pont en poutre-caisson peut enfin se poursuivre. 4 grues spéciales soulèvent les caissons pour que l'équipe de construction puisse les assembler. Le pont est construit caisson par caisson. Nos grues sont essentielles au processus de construction du pont. Sans elles, on ne pourrait pas déplacer nos éléments, ni les placer de manière aussi précise que nécessaire. Chaque barge, transportant 5 caissons, se positionne sous la grue et est immobilisée à son emplacement. L'immobilisation des barges de transport de caissons n'est pas une manœuvre de tout repos. Le moindre faux mouvement pourrait causer un désastre. Une équipe spécialement entraînée manœuvre une série de cordes afin de positionner la barge de manière très précise. Un treuil relié à la grue peut ensuite soulever le bloc de 100 tonnes. La grue en soulèvera 14 autres dans la journée pour relier les deux piles. Les segments sont assemblés grâce à une matière adhésive à prise ultra forte et à des câbles d'acier extensibles qui seront mis à rude épreuve. Les deux piles sont reliées. La grue va maintenant répéter inlassablement sa mission.
Pendant qu'UEM construit le pont en poutre-caisson, l'équipe de la Tchèque, dirigée par Jason Lee, travaille sur le pont à haubans. 2 pylônes s'élèveront à plus de 90 mètres de hauteur, la taille d'un immeuble de 30 étages, et devront supporter les câbles. Plus de 600 tonnes d'acier seront utilisées pour renforcer chaque pylône. La Tchèque érige simultanément des supports d'acier provisoires afin d'installer la poutre de maintien. À une telle hauteur, la tâche est très périlleuse. Quand on lève ces tubes d'acier, on doit s'assurer qu'ils sont levés dans le bon sens, parce qu'ils doivent être soudés un à un. La sécurité ici est primordiale. Cette poutre massive servira de maintien entre les 2 pylônes et constituera le point de départ du tablier. Le tablier est progressivement bâti, un segment à la fois. Et à chaque élément posé, un câble lui est fixé. Plusieurs câbles d'acier sont contenus dans ces longs tubes de plastique. Ils partent d'une extrémité du tablier pour passer par une ouverture au sommet du pylône porteur et sont ensuite fixés au tablier à l'autre extrémité de la structure. Chaque câble est individuellement soumis à une pression maximale. Une fois installés, les 144 câbles seront soumis à une pression de 210 000 tonnes. Une pression suffisante pour maintenir 200 jumbo jets à puissance maximale au sol. Le pont haubané devra pouvoir résister à la météo capricieuse de Malaisie. Les éléments s'y déchaînent souvent et sont impitoyables. C'est à ce moment que ces longs tubes spiralés interviennent. Leur tâche est de protéger les câbles intérieurs de la corrosion, des assauts pluvieux et du vent, tous les éléments susceptibles d'affaiblir la structure. Le 11 avril 2012, les Malaisiens célèbrent l'intronisation de leur nouveau roi. Malgré les festivités, l'équipe de construction reste très concentrée sur son travail. Il est 15h30 et le grutier Ramaturai va vivre sa plus grande peur. D'un coup, la grue a tremblé. Je n'avais jamais vu ça. J'ai eu très peur. La terre tremble partout sur l'île. Le sol tremblait comme ça. Mon cœur battait la chamade. J'étais effrayé. Un séisme d'une magnitude de 8,6 frappe la côte ouest de Sumatra, à 419 km du chantier. Dans l'esprit de chacun, la crainte d'un tsunami meurtrier. Le site est à environ 800 mètres du rivage. Et si un tsunami nous avait frappé, je pense que personne n'aurait survécu. Avril 2012. Un séisme d'une magnitude de 8,6 frappe la côte ouest de Sumatra, à proximité du lieu où le séisme de 2004 avait frappé. Ce dernier avait secoué toute l'Asie du Sud-Est et un tsunami dévastateur avait ensuite frappé Penang. Un nouveau tsunami pourrait être en chemin. L'usine de caissons se trouve au bord de l'eau. Près de 1000 employés vivent et travaillent ici. Le superviseur, Anwar Abdul, reçoit un SMS urgent. J'ai reçu un SMS me disant de faire évacuer le site. Une alerte tsunami est déclenchée dans tout l'océan Indien. Des vagues dévastatrices pourraient frapper Penang dans quelques heures. L'usine est très proche du rivage. C'était très risqué. En cas de tsunami, le niveau de l'eau peut monter très haut. Je craignais pour la vie de mes ouvriers. L'évacuation d'une structure aussi gigantesque n'est pas chose aisée. Les ouvriers ont abandonné le travail et tout le monde s'est retrouvé au point de rencontre. Nos chefs nous ont dit de courir nous mettre à l'abri, le plus vite possible. Mais il n'y a nulle part où courir.
La zone entourant l'usine est parfaitement plate. On a réquisitionné tous les véhicules qu'on avait à disposition pour évacuer les gens. Mais regardez autour de l'usine. Vous voyez que c'est tout plat. Donc on ne savait pas où les conduire. On ne savait pas jusqu'où le tsunami allait frapper. Donc on a demandé les clés du stade, qui est à 8 mètres au-dessus du niveau de la mer, laquelle était potentiellement dangereuse. Il est 17 h et l'évacuation des lieux doit se faire au plus vite. Près de 1000 ouvriers sont transportés au stade Batukawan, à 5 km de l'usine. À 18 h 30, tous les ouvriers sont à l'abri dans le stade, avec 1000 autres personnes de la région. On y est resté environ 4 ou 5 heures. L'angoisse règne dans le stade. À 22 h, les autorités lèvent enfin l'alerte tsunami. Mais la secousse sismique a pu endommager les structures du pont. Une pile, dont le béton a été coulé 2 heures avant le séisme, inquiète particulièrement les ouvriers. Le chef de chantier, Mossa Youssof, l'examine. On a une belle fissure juste ici. Sur tous les ponts du monde se trouvent des fissures. Mais si elles sont trop profondes ou trop larges, la structure s'en trouve affaiblie. Youssof tente de déterminer si la pile doit être entièrement reconstruite ou non. Un échantillon de l'intérieur de la pile est prélevé. On doit déterminer si la fissure est grave. Youssof passe l'échantillon au microscope pour évaluer la largeur et la profondeur de la fissure. Les dégâts sont sévères. On va devoir réparer ces fissures. La solution: des injections de béton dans les fissures pour les consolider. Mais cette pile n'est pas la seule à devoir être inspectée. Ismail a donc appelé des renforts pour que rien ne soit laissé au hasard. Une équipe d'ingénieurs indépendants, dirigée par Matt Carter, s'assure que chaque centimètre du pont répond aux critères et normes de sécurité en vigueur. Nous venons ici tous les 2 mois passer quelques jours pour inspecter le site avec les clients et les chefs de chantier. Nous vérifions la qualité de la construction et si elle répond bien au plan d'origine. Carter était déjà présent lors de la phase de production de caissons défectueux. Il est important de comprendre qu'un tel pont est unique. C'est un projet pharaonique et il se produit toujours quelque chose. Il pourrait y avoir des problèmes de qualité, donc on a un système de contrôle qualité qui nous permet d'identifier les problèmes. Les équipes doivent tenir compte de nos remarques et s'améliorer pour la suite du projet. Le 20 décembre 2012, c'est le grand jour. L'équipe de Premakantan coule le dernier des 8092 caissons de la construction. C'est comme notre bébé. On s'en est occupé dès la naissance du projet et aujourd'hui il devient un magnifique adulte. C'est comme si maintenant il était diplômé et qu'il était prêt à entrer dans la vie active. On en est au 100e jour de chantier et on est déjà en avance de 1000 caissons. Mais ce travail sera vain si les tabliers du pont Aubané ne s'encastrent pas parfaitement. Les 2 tabliers ont avancé mètre par mètre sur le détroit de Penang, jour après jour, pendant 9 mois. Une fois le dernier câble attaché, 3 mètres sépareront les 2 extrémités. En avril 2013, le second pont de Penang arrive à un stade critique. Les 2 tabliers se connecteront-ils à la perfection ? La structure de notre pont à Auban est très flexible. Donc je pense qu'on pourra connecter les 2 extrémités facilement. Des techniciens contrôlent scrupuleusement l'avancée et vérifient qu'elle correspond aux plans initiaux. Tout est basé sur les plans. Notre tâche est de les suivre à la lettre. Si on en dévie, les 2 extrémités ne se rejoindront pas à la fin. Malgré les efforts déployés, il y a un problème. Un écart de 30 mm entre les 2 tabliers.
les ingénieurs ont une surprenante solution. L'eau. Des tonnes d'eau. On remplit un bassin de 100 tonnes d'eau sur le tablier le plus bas, pendant que sur le tablier le plus haut, un autre bassin est rempli de 150 tonnes. Ils utilisent l'eau comme contrepoids. Une fois qu'ils auront versé l'eau de ce côté, on pourra corriger le défaut. La manœuvre est extrêmement complexe. Les ouvriers devront utiliser une pince géante pour forcer la jonction entre les deux segments du pont. Les ingénieurs attendent maintenant la fraîcheur nocturne pour couler le béton. Une prière spéciale est effectuée sur le pont pour célébrer la fin des travaux. C'est la coulée finale de notre pont. C'est important parce que nous avons finalement accompli la connexion structurelle entre Batu Kawan et Batu Mang de l'autre côté. Pendant que le ciment est coulé, des tonnes d'eau sont relâchées depuis le pont. L'eau est siphonnée afin de faire contrepoids avec le béton coulé. À la fin, les deux extrémités du pont se rejoindront. Les deux extrémités se retrouvent enfin. Les tabliers sont tous assemblés, constituant une route de 16 km 900 au-dessus de la mer. Aujourd'hui, le pont est terminé. Cela fait 3 ans que nous travaillons à ce projet. Avant, il n'y avait rien à cet emplacement. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a un pont majestueux. Personnellement, je suis très satisfait. Et je suis surtout fier de partager avec le peuple malaisien et mon équipe ce moment exceptionnel. On est très fiers de notre travail. C'est une prouesse, mais la tragédie guette. Le 6 juin 2013, sur l'île de Penang. C'est l'heure de pointe. Une rampe d'accès au pont est en construction, gérée par une entreprise indépendante de la Tchèque et du EM. Tilasheni rentre du travail en compagnie d'un ami. On discutait, on rigolait et d'un coup, une énorme pièce de métal est tombée sur mon pare-brise et il a éclaté. Mon ami a crié « Quelque chose va tomber !» J'ai pilé en urgence et on a sauté de la voiture. Puis la route au-dessus de nous s'est effondrée. D'autres véhicules se trouvaient-ils devant celui de Tilasheni? Et si oui, ont-ils été écrasés par la rampe? Le 6 juin 2013, la travée principale du pont est terminée et le second pont de Penang doit être inauguré 3 mois plus tard. Khairul-Aizat supervise la construction d'une rampe d'accès menant au pont. Quand soudain, il entend un craquement. J'ai senti que quelque chose n'allait pas et j'ai dit à mes gars de partir. 3 de mes ouvriers s'en sont sortis, mais 2 autres n'ont pas réussi, malheureusement. Je courais et la rampe s'est effondrée sous mes pieds. Je suis tombé avec la rampe. Tout ce que je savais, c'est que j'allais atterrir dans les débris. Il y avait beaucoup de poussière. Je me suis évanoui et quelques heures plus tard, j'ai repris mes esprits et me suis extirpé tout seul des décombres. Puis une fois à l'air libre, je me suis évanoui de nouveau. Les secours sont immédiatement appelés sur le site. Une section de 30 mètres de la rampe est tombée de 18 mètres de hauteur sur une route à double voie. J'ai été choqué de voir qu'un élément suspendu, encore en construction, puisse s'effondrer de la sorte. Les secours, en arrivant sur place, ont mesuré l'ampleur des dégâts et se sont immédiatement mis au travail. Le problème, c'est que l'accident s'est produit en pleine heure de pointe, à l'heure où les gens reviennent du travail, et c'est ce qui me préoccupait le plus parce que cette route est très fréquentée. Après l'effondrement, j'avais très peur que de nombreuses personnes soient restées prisonnières sous les décombres. Les dégâts sont considérables. Et il est impossible de vérifier si des personnes sont enfouies sous les décombres. Les secours recueillent des témoignages, comme celui de Tilasheni, pour avoir des détails. Il y avait une moto et une voiture devant nous. Nul ne sait si des personnes se trouvent sous les décombres. Des décombres qui pèsent plus de 300 tonnes.
soit le poids de 3 Boeing 737. La grue géante ne parvient pas à tout déblayer. À minuit 40, les secours découvrent une voiture sous les décombres. On pensait aux personnes dans la voiture. Si elles étaient mortes, blessées, toujours en vie. On est intervenu aussi vite que possible, mais les conditions n'aidaient pas vraiment. En tout cas, dans l'espoir que la personne dans cette voiture soit vivante, nous avons fait tout notre possible pour la sauver. Les équipes de secours s'organisent. On cherche des traces de survivants, des voitures, des traces de sang. Dégagez ce que vous pouvez et inspectez. Mais attention, c'est votre sécurité avant tout. Ils trouvent une plaque d'immatriculation et demandent aux personnes ayant signalé des disparitions de se rendre sur place. Les services de sécurité et de santé de Penang, ou DOSH, suivent les événements de très près. 1 heure après l'incident, j'ai rassemblé mes hommes et on s'est précipité pour surveiller la zone et collecter les informations basiques. Elles nous permettront plus tard de pouvoir débuter notre enquête. L'effondrement de la rampe inquiète les autorités et le DOSH ordonne l'arrêt immédiat des travaux. L'enquête sur les causes de l'incident devrait prendre du temps. Au cours de notre enquête, nous nous concentrerons sur le problème de la structure, sur la manière dont elle a été installée et comment elle a été fixée. Le moindre élément sera examiné. Après enquête, si nous découvrons la preuve que les normes de sécurité n'ont pas été scrupuleusement respectées, nous intenterons un procès. Bien qu'ayant travaillé jour et nuit sans interruption, les secouristes ne parviennent pas à s'approcher du véhicule écrasé. Une excavatrice est apportée sur le site afin de déplacer les décombres. L'Aldin Zainal Abidin arrive inquiet sur les lieux de l'accident. Son frère n'est pas rentré la nuit précédente et la plaque d'immatriculation retrouvée est celle de sa voiture. Il attend angoissé. « 25 heures après l'effondrement, Tajuddin Zainal Abidin est retrouvé à bord de sa voiture. Mort, écrasé par une poutre. Son frère ne peut contenir sa peine. Les secouristes continueront de chercher d'autres victimes le jour suivant. Le lendemain, on a continué de chercher. Au bout d'un moment, on a utilisé la brigade canine et aucun des chiens n'a détecté quoi que ce soit. Heureusement, d'ailleurs. Cela signifiait qu'il n'y avait pas d'autres victimes. Tajuddin Zainal Abidin est la seule victime à déplorer. Les travaux sont, quant à eux, interrompus. Et seul le DOSH décidera de leur reprise. Si reprise il y a. Une rampe d'accès du second pont de Penang, construite par une entreprise indépendante, s'est effondrée. Les services de sécurité et de santé de Penang, ou DOSH, ordonnent un arrêt des travaux pour inspecter les lieux. On s'est penché sur les causes probables de l'effondrement, les plans, les supports temporaires, et on a analysé le sol. Puis nous avons interrogé les témoins oculaires de l'accident, soit plus de 60 personnes. Résultat, l'entreprise de construction de la rampe est poursuivie en justice pour non-respect des mesures et des normes de sécurité au moment des travaux. Le procès est actuellement en cours et j'espère que nous obtiendrons des résultats positifs. Des mesures de sécurité strictes ayant été mises en place, le DOSH permet la reprise des travaux. La rampe peut être terminée et la construction entrer dans sa phase finale.
Le plus important est de confirmer le comportement structurel du pont. La travée principale est conçue pour supporter 1200 tonnes. Elle doit répondre à des critères très précis et il n'y a qu'une manière de vérifier ses capacités, un test de chargement. Une multitude de capteurs, appelés les niveaux de déflexion, suivront les mouvements du pont alors qu'il sera soumis à rude épreuve. 17 remorques, d'un poids combiné de 595 tonnes, sont alors positionnées au milieu du pont. Les études ont montré que la déflexion maximale n'est que de 25 mm, alors que nos consultants avaient tablé sur 31. Notre pont est donc encore plus robuste que nous l'avions prévu. Début décembre 2013, la rampe effondrée est reconstruite. Afin d'éviter un nouvel accident, Ismail insiste pour que des tests de chargement y soient effectués, mais aussi pour prouver au public que la structure est sûre. Nous avons chargé 360 tonnes, soit 15 camions de 24 tonnes. Le véhicule d'un particulier pèse environ 1,5 tonne. Donc nous avons concentré beaucoup de poids sur cette rampe. Et la structure a réagi comme prévu. Les chiffres de déflexion sont moins élevés que ceux que nous pensions. Nous sommes donc satisfaits du résultat. Il n'y a rien à redire. C'est de la belle ouvrage. Le 1er mars 2014, le second pont de Penang est achevé et s'apprête à recevoir ses premiers usagers. Les gouvernements chinois et malaisiens voient ce pont comme une collaboration entre les deux pays. C'est un moment historique pour nos deux nations. Les équipes de la Tchèque sont très fières d'avoir pris part à ce projet. C'était une grande opportunité pour nous. Les mots me manquent. Nous sommes très satisfaits et fiers de ce que nous avons accompli. Les Malaisiens se ruent sur les routes pour essayer leur nouveau pont. Ils sont des milliers à attendre pour être les premiers à l'emprunter. C'est un moment particulier pour Ismail. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous attendons ce moment depuis 5 ans et nous y sommes. Le pont va être inauguré malgré toutes les épreuves que nous avons traversées. J'en suis véritablement très heureux et très fier. Nous allons aujourd'hui inaugurer un projet qui symbolisera la fierté malaisienne et celle des habitants de Penang. C'est un moment historique pour notre peuple. Nulle part ailleurs, il n'existe un pont aussi majestueux que celui que je m'apprête à inaugurer ce soir. Je déclare ouvert le pont Sultan Abdulalim Muazzam Shah. Le pont porte le nom de l'actuel roi de Malaisie. Le second pont de Penang, le pont le plus long d'Asie du Sud-Est, est achevé. Sa construction a connu des épisodes difficiles, mais le courage et la persévérance de ces hommes ont primé. Ce pont, qui relie désormais l'île au continent, est source de fierté pour ceux qui l'ont construit et pour la plupart des gens qui l'empruntent quotidiennement.